Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capital Humain 3.0. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche toutes les organisations, mais dont on parle encore trop peu, le désengagement au travail. Alors certains l'appellent l'autre pandémie silencieuse en entreprise, une espèce de fuite d'énergie qui fragilise à la fois les équipes, les projets et la performance collective. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Denis Migaud. Alors Denis, tu as une expérience riche en accompagnement des organisations et tu as particulièrement travaillé sur ces questions d'engagement et de désengagement. Alors ensemble, nous allons chercher à comprendre les vraies causes de ce phénomène et surtout explorer des pistes concrètes pour recréer du lien, du sens et de la vitalité dans nos environnements professionnels. Alors Denis, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui et pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à t'intéresser à ces sujets de désengagement et d'engagement au travail? Ouais, bien sûr. Bah, déjà, merci, de l'invitation. C'est un plaisir d'être là pour parler de ce sujet d'engagement, du désengagement. Alors je ne sais pas si j'ai une expérience riche sur le sujet. En tout cas, j'ai, un avis, en tout cas sur le sujet. Qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à l'engagement et au désengagement? C'est une très bonne question. J'ai pas véritablement, de réponse dans le sens où c'est toujours difficile, d'expliquer ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas et qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à en particulier un sujet. Je peux juste expliquer que, j'ai eu un parcours, professionnel un petit peu chaotique, et que j'ai, été dans des situations et des contextes, pas forcément toujours agréables et qui m'ont fait, me poser beaucoup de questions sur, qu'est-ce qui faisait que, ça fonctionnait ou ça fonctionnait pas, chez moi, en moi ou, dans le contexte dans lequel j'étais. Et ça plus, ce questionnement plus, des lectures, m'ont, amené à avoir, une meilleure compréhension un petit peu de ce qui se passait en moi quand, je me sentais, passif dans un contexte professionnel, quand je me sentais, prendre mes distances avec, mon emploi, mon entreprise ou mes collègues. Et de tout cela m'a et à la fois ces expériences-là et différentes lectures et échanges m'ont permis de un petit peu mieux, cerner ce qui se passait en moi, à ces moments-là. Et alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dresser rapidement un portrait de ton parcours professionnel et même et ce qui t'a inspiré au fur et à mesure? Ah oui, un parcours un petit peu étrange, dans le sens où, alors j'ai commencé en 2004, ce qui fait, je commence à être un petit peu âgé, ce qui fait que j'ai fait des études, sans trop savoir pourquoi je faisais ces études-là. J'ai une maîtrise à l'époque, ça s'appelait un maîtrise, donc un master 1 en administration économique et sociale avec une spécialisation en sociologie et ensuite j'ai fait un master 2 en communication et marketing totalement au hasard. Ce qui m'a amené après au début de ma carrière à travailler dans le marketing et la communication, me rendre compte que ça me plaisait absolument pas. Et de là, c'est enchaîné, beaucoup de tentatives, de réorientation. Et aujourd'hui, je travaille au sein d'une entreprise qui s'appelle, Fabric, donc qui est, une solution, SaaS, destinée au secteur de l'industrie, dans lequel, je suis, chief of staff au sein du département produit. Et c'est on va dire, ce rôle-là est, le fruit de plusieurs changements dans ma carrière, où j'ai été, chef de projet, consultant, sur, l'organisation, et la mise en place de certaines approches, de management. J'ai été aussi, manager, agile manager, heu, responsable d'ingénieur et puis maintenant chief of staff. Ok, un parcours riche et diversifié.
Et alors justement, dans le cadre de ces expériences, tu as pu expérimenter la notion d'engagement des collaborateurs. Alors pour ceux qui, alors, chacun a sa petite idée de l'engagement des collaborateurs, mais est-ce que tu pourrais nous dresser un petit peu ta vision et ce que tu en penses de l'engagement, la notion d'engagement des collaborateurs? Oui, alors c'est une notion qui est très intéressante parce qu'elle est multidimensionnelle. Mais avant d'expliquer, avant de la définir, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la richesse qu'il y a derrière dans la richesse en termes de contenu pédagogique et académique. C'est Gordon Allport, qui est un psychologue qui, pour la première fois, parlait d'engagement d'entreprise. Donc, c'est dans les années 40, c'est un psychologue américain. Et lui, sa définition, alors je l'ai noté pour être sûr de ne pas dire une bêtise, c'est que c'est l'attitude d'un collaborateur qui participe activement à son travail. Et depuis sa définition et ses recherches et travaux sur le sujet, il y a eu plus de 20 000 articles sur le sujet et plusieurs centaines d'ouvrages. Euh, Mon but là, c'est pas évidemment de faire l'état des lieux parce que j'en suis incapable, mais plutôt de partager euh, des travaux de chercheurs qui sont des chercheurs canadiens qui s'appellent John Mayer et Nathalie Allen, qui dans les années 90 se sont intéressés au sujet et aujourd'hui sont un petit peu des références, enfin leurs travaux sont des références sur le sujet. Alors, ils définissent l'engagement comme un état psychologique. On parle parfois de liens aussi psychologiques ou de forces psychologiques qui caractérisent la relation de l'employé à son organisation et ayant donc des effets sur la décision pour la personne de rester ou non dans l'entreprise. Alors, au-delà de cette définition, qui vient un petit peu reprendre ou compléter celle de Gordon Allport, ce que je trouve intéressant dans les travaux de Meyer et Allen, c'est qu'ils amènent la notion euh, le fait ils expliquent que c'est multidimensionnel. Déjà, on peut être engagé, mais par rapport à quoi? Ça peut être par rapport à son entreprise, par rapport à ses clients, à ses collègues, à son emploi. Ensuite, cet engagement, il varie selon les moments, selon le contexte, et on peut être engagé, désengagé sur les différentes dimensions que je viens d'évoquer. Et au-delà de ça, ils amènent aussi le fait que l'engagement, ce qui est intéressant, c'est de distinguer trois dimensions à l'engagement. L'engagement affectif, l'engagement de continuation et l'engagement normatif. L'engagement affectif, c'est au final c'est l'attachement émotionnel que l'on a vis-à-vis de son organisation. Et comme je l'ai dit, hein, ça peut être aussi de son emploi, de ses collègues, de ses clients, etc. Mhm. L'engagement normatif, c'est au final une sorte de contrat moral que l'on a avec son entreprise. En fonction de ses valeurs, de ses croyances, on va avoir en fonction de ses normes aussi, on va avoir un sentiment d'obligation ou non, de sentiment d'obligation morale envers l'organisation. Euh, et puis il y a aussi l'engagement de continuation. Alors là, c'est de faire une comparaison entre le coût de partir et les gains de rester dans l'entreprise. Et ces gains, ils peuvent être pas forcément que financiers, hein. Ça peut être des gains sociaux, des gains professionnels. Si l'employé va percevoir le fait de partir comme étant beaucoup trop élevé par rapport au gain de rester, dans ce cas, il va faire le choix de rester. Et donc, ces trois engagements-là, engagement affectif, de continuation et normatif, participent au fait que la personne ait envie ou non de rester dans l'entreprise. Les travaux de Meyer les travaux donc, de Meyer et de Allen expliquent qu'il ne faut pas distinguer ou privilégier un type d'engagement par rapport à un autre. Mais dans les faits, ce que l'on s'aperçoit, et de nombreuses études montrent, que c'est l'engagement affectif, et donc la relation émotionnelle que l'on a avec son entreprise, qui est l'élément le plus important, enfin la dimension la plus importante des trois. Oui. Et donc celle qui va avoir le plus de force dans le fait de décider ou non de rester dans l'entreprise et d'être engagé ou désengagé. Et juste pour finir, c'est que là, ce que j'ai évoqué, c'est un concept, et comme je l'ai dit, il y a eu quantité de travaux, et donc c'est pas les seuls concepts ni définitions. Moi, il y a une autre façon que j'aime bien aussi pour comprendre un petit peu ce que signifie l'engagement.
La psychologue Cécile Dume, elle distingue le contrat psychologique du contrat narcissique. Et je trouve ça intéressant à prendre en compte, c'est-à-dire que c'est des attentes qu'on a vis-à-vis de l'entreprise qui sont souvent intériorisées et inconscientes. On va attendre que l'entreprise nous traite par exemple avec respect et on imagine que l'entreprise attende qu'on fasse correctement son travail. Donc ça, c'est le contrat psychologique. Mais elle parle aussi de contrat narcissique et ça, je trouve ça très intéressant. C'est-à-dire que c'est là encore des attentes. On va attendre que l'entreprise nous trouve une place dans l'entreprise, qu'elle valorise ce que l'on fait, qu'il y ait aussi une reconnaissance de son travail, de sa présence, de son utilité dans l'entreprise. Et à l'inverse, l'entreprise attend de nous qu'on incarne et qu'on incarne un certain nombre de valeurs de l'entreprise. Donc voilà, une autre façon d'appréhender la notion d'engagement. Ouais, c'est très intéressant, ça touche du doigt des notions subtiles qu'on ressent inconsciemment autour de l'engagement, mais là, par ces mots justement et par ces concepts, on arrive à mieux comprendre ce qu'on ressent en fait quelque part. Donc, Ouais, tout à fait. Et là, j'ai beaucoup parlé d'engagement, mais on peut aussi parler de désengagement. oui. Euh, En fait, le désengagement, l'erreur qu'on peut faire, c'est de simplement dire que c'est le négatif de ce que je viens de dire. Mais évidemment, c'est un peu limité. Et là, il y a un autre chercheur qui est très important sur le sujet du désengagement, qui s'appelle William Kahn, qui travaille, si je ne dis pas de bêtises, dans une université à Boston, et qui, lui, définit le désengagement de plusieurs façons, de trois façons principales, on va dire. C'est déjà le fait d'être physiquement, cognitivement et émotionnellement absent. C'est de manifester un désintérêt, d'être passif, de ne pas avoir forcément de vigilance dans ce que l'on fait. Et au final, c'est de suivre des indications plutôt que de les interpréter. Et donc, c'est d'être dans l'application du travail prescrit sans amener sa subjectivité, sans amener son expertise et son intelligence dans son métier. Alors justement, pour faire un corollaire avec cette notion de désengagement, quand on parle de satisfaction au travail, est-ce qu'il y a des différences ou pas, justement, par rapport à cette notion d'engagement et de désengagement? Alors, c'est une bonne question parce que l'engagement, c'est un terme qui se retrouve souvent même confondu ou utilisé avec d'autres termes. Tu parles de satisfaction, mais on peut parler aussi de performance. On allie souvent les deux alors que ce sont deux notions très différentes. On peut souvent aussi c'est confondu ou mélangé avec les notions de motivation, alors que ce sont des choses un petit peu différentes. Et là, à chaque fois, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à la définition de ces mots-là. Alors, je suis un peu pénible là-dessus, mais je trouve que c'est toujours intéressant de comprendre la définition pour voir les différences. Et si on parle de motivation ou de satisfaction au travail, on voit déjà que c'est aussi des notions qui ne sont pas apparues en même temps. Pour la motivation, c'est apparu dans les années 20 avec les travaux du chercheur Kurt Lewin, donc qui est un expert notamment dans la psychologie sociale, et qui, comme pour la notion d'engagement, a montré que c'est une notion qui est multidimensionnelle. Mais ce qui est très intéressant dans les travaux de Kurt Lewin, c'est il a montré, enfin, il a cassé un petit peu le lien qu'on voit toujours, hein, le lien entre les notions de performance, d'efficacité et le fait d'associer ça avec la motivation et qu'il y a bien plus de choses qui se jouent. Et ce qui montre aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de motivation. On résume ça régulièrement, enfin très, très, très souvent à la motivation intrinsèque et à la motivation extrinsèque. Alors, il y a beaucoup plus de choses. Alors, il y a évidemment la motivation intrinsèque, c'est-à-dire le plaisir que l'on a à effectuer son travail ou la tâche qui nous est donnée. On parle aussi de motivation identifiée, qui est en lien avec les valeurs de l'individu, les normes et les valeurs. La motivation aussi introjectée, c'est en lien avec plutôt, c'est un aspect aussi narcissique, et c'est en lien avec l'ego et le désir de performer. D'accord. Et puis aussi la motivation extrinsèque, pardon, qui est le fait se montrer en conformité ou c'est aussi simplement la récompense externe. Et pour la notion de satisfaction au travail, là, c'est notamment les travaux de Christophe Dejour dans la fin des années 90 qui s'est beaucoup intéressé
à la souffrance au travail. Et donc, quand on s'intéresse au mal-être au travail, on s'intéresse aussi de facto au bien-être au travail. Et depuis, c'est une notion qui a profondément, on va dire, explosé, qui a été le cœur de beaucoup d'échanges sur le management qui a été reconnue dans le Code du travail au début des années 2000. Et il y a eu beaucoup de chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Je pense notamment à Vincent Dougoljak, Yves Clos, Norbert Alter, pour ne citer que, qui nous ont montré que, en fait, la satisfaction est déjà, c'était une notion très subjective, et le fait d'être et qui est aussi contradictoire. On définit le bien-être au travail on définit le mal-être au travail par miroir avec le fait qu'il y a le bien-être au travail, et qu'il y a plusieurs choses qui se jouent, qui sont la rémunération, bien sûr, l'organisation du travail, le soutien dans ce que l'on fait, la reconnaissance dans ce que l'on fait, le fait de pouvoir participer à la prise de décision et de définir le contexte dans lequel on travaille, et donc par opposition au taylorisme où on nous impose des gestes, on nous impose une façon de faire, et au final on est juste dans l'exécution et on ne peut pas penser son travail. Il y a aussi, ça c'est les travaux du professeur Bouillot qui sont très intéressants sur l'esthétique du travail, le fait de tirer de la fierté dans ce que l'on fait, et le fait de pouvoir faire du beau travail. Donc ça, c'est autant de sujets qui participent, évidemment il y en a bien d'autres, au bien-être au travail. Et à l'inverse, il y a aussi quantité de sujets qui participent au mal-être au travail. Ça peut être notamment le fait de subir un management financier qui n'est pas en lien avec le, l'organisation, la vitesse d'organisation des personnes. Il y a aussi quantité d'autres sujets qui peuvent être le fait de subir des contextes et des règles qui ne nous permettent pas de bien exercer son emploi. Et quantité d'autres choses où on n'aurait pas le temps d'aborder tout ça aujourd'hui. Mais voilà, donc ce que je voulais aborder, ce que je voulais dire, c'est que ce sont des sujets différents qui ont certes des points communs, c'est-à-dire la subjectivité de ces points-là, le fait que ce soit à chaque fois multidimensionnel, et le fait qu'il y ait aussi un effet miroir sur ces définitions. Mais en soi, ce ne sont pas les mêmes choses, et les travaux de recherche n'ont pas eu lieu en même temps, et les personnes qui ont travaillé sur ces sujets ne sont pas les mêmes personnes. Alors justement, je trouve ça intéressant cet angle multidimensionnel et plurifactoriel du désengagement au travail. Alors, il y a une part de subjectivité et justement, peut-être au travers des biais cognitifs aussi, peut-être, il y a des prismes de réalité qui sont perçus différemment. Et justement, malgré ça, cette subjectivité, est-ce que tu as pu identifier dans ton parcours des récurrences en termes de causes principales de désengagement des collaborateurs, quelque chose qui revient assez souvent? Oui, oui. Alors, il y a un sujet qui est très tarte à la crème dans les sciences sociales et dans la sociologie du travail notamment, mais aussi dans l'ergonomie, c'est la distinction entre le travail réel et le travail prescrit. C'est-à-dire que le travail prescrit, c'est généralement une personne qui incarne l'autorité ou qui est dans le management, qui va définir des normes, des règles, en disant en disant voilà, le process est respecté pour réaliser votre travail et celui-ci. Donc ça, c'est notamment issu du taylorisme, et c'est quelque chose qui est très fort dans le taylorisme. Le travail réel, c'est concrètement ce qui se passe, ce qu'on doit mettre en place, les gestes qu'on doit mettre en place pour pouvoir réaliser la tâche qu'on nous a demandé de faire. Et ce que je dis que c'est tarte à la crème, c'est que en ergonomie, en psychologie sociale ou en sociologie du travail, on voit par quantité de travaux et d'études qu'il y a une grande différence entre ce que l'on nous demande de faire et ce qui est possible de faire. Et ce qui est normal, hein, parce qu'il y a quantité de choses que l'on ne peut pas prédire, qu'un process ne peut prédire. Le contexte évolue en permanence et donc un process est très vite limité. Et malheureusement, ce que l'on voit très souvent, c'est que face à ça, on va imposer des choses qui ne permettent pas de faire du beau travail. On va imposer des gestes qui sont décorrélés d'un contexte, là où il faut laisser de la marge de manœuvre aux personnes pour qu'elles puissent faire jouer leur intelligence et leur connaissance et leur expertise. Et donc ça, c'est un élément fondamental de la souffrance au travail, du mal-être au travail et du désengagement. C'est que on ne peut pas avoir les mains sur son contexte, on nous impose des gestes qui ne nous permettent pas de vraiment bien faire son travail. Donc ça, c'est une chose. Il y a une autre chose aussi qui était notamment
présenté et étudié par Alain Suppiot, c'est la gouvernance par les nombres. C'est le fait de gouverner une entreprise, gouverner des personnes uniquement avec un fichier Excel, sans prendre en compte euh, on va dire tout ce qui se passe dans le quotidien des personnes. Et en imaginant que c'est juste par des changements dans un fichier Excel qu'on va pouvoir s'assurer que les personnes soient efficaces sans prendre en compte toutes les interactions entre les personnes, sans prendre en compte leur expertise et la spécificité du contexte. Je parlais tout à l'heure du management financier, donc je ne vais pas y revenir, mais il y a aussi le manque de reconnaissance. Et ça, je pense que c'est l'élément euh, le plus important, enfin le plus important, non, il n'y a pas de plus important par rapport à d'autres, mais que je retrouve très C'est souvent et qu'on récurrent. retrouve voilà, qui est très récurrent. Tout à l'heure, j'évoquais les différentes dimensions d'engagement selon les travaux de Meyer et Allen, donc l'engagement affectif, de continuation et normatif. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que le manque de reconnaissance va avoir un impact sur ces trois éléments-là. Quand je parle de reconnaissance, c'est évidemment, il y a la reconnaissance financière, le fait d'être augmenté, le fait d'avoir une prime, par exemple, pour certains avantages, mais il y a aussi la reconnaissance symbolique, le fait d'avoir une place, d'être reconnu auprès des autres personnes, par ses managers, par ses supérieurs, sur la qualité de ce qu'on fait et sur l'utilité de sa présence et sur les conséquences que l'on a auprès de l'entreprise. Donc, je dirais que ne pas prendre en compte le travail réel, n'avoir qu'une dimension très prescriptive et coercitive, d'avoir une approche très centrée sur les chiffres et non d'avoir une balance par les nombres et non écouter et comprendre ce qui se passe, quelle est la réalité du métier, et le fait de ne pas reconnaître ce qui est réalisé et ce qui est réussi. Ces éléments-là sont des causes assez principales du désengagement des personnes. C'est ce qui peut-être fait qu'on entend souvent dans les entreprises qu'il y a une certaine forme de déshumanisation, justement, en s'orientant vers une gouvernance par les chiffres, justement, enfin par les nombres. Donc, Ouais, tout à fait. Et c'est assez bizarre parce qu'il y a à la fois, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est qu'il y a à la fois cette déshumanisation, c'est-à-dire la non prise en compte de l'expertise des personnes, de leur subjectivité, de leur intelligence et de leur savoir-faire, et d'avoir une approche uniquement centrée sur les chiffres, la culture de la performance et de l'excellence. Et d'un autre côté, il y a une forte individualisation du travail depuis les années 70-80, et qui casse, on va dire, le collectif. Et si je donne des exemples concrets, hein, ce qu'on voit très souvent aujourd'hui, c'est par exemple la mise en place de coaching, où là, récemment, je regardais des conférences en salon professionnel des RH, où pour la gestion du mal-être des personnes, on mettait en place du coaching, mais aussi l'appréhension de développement personnel, la gestion du stress, etc. Donc, tout un ensemble d'éléments qui vont individualiser l'approche, qui vont pas reconnaître, qui vont nier le fait que ce sont des sujets qui sont profondément collectifs, et qui vont au final faire reporter sur les personnes la responsabilité de sujets qui sont éminemment collectifs. eh oui, c'est un piège. Mm. C'est un piège inconscient et effectivement. Alors moi, ce que j'aimerais aussi t'entendre sur, à la faveur des transformations qu'on connaît en ce moment, alors il y en a plein, hein, entre le télétravail, le besoin de quête de sens, justement sur un plan individuel, mais aussi sur un plan collectif, hein, au niveau des organisations. L'IA, ça fait beaucoup de choses qui concourent à des transformations qui vont vite. Est-ce que toi, tu observes, à la faveur euh, de ces nouveaux leviers, est-ce que tu observes de nouveaux facteurs de désengagement? Alors, je ne sais pas s'il y a de nouveaux facteurs de désengagement. Là-dessus, j'ai pas la réponse. Il y a peut-être quantité d'autres personnes qui pourraient amener une réponse là-dessus, mais ce que je peux amener comme réponse, c'est que certaines évolutions, comme tu évoques, que tu viens d'évoquer, comme le télétravail ou l'IA, vont, euh, enfin, vont peut-être parfois, si elles sont mal managées, mal encadrées, appuyer sur certains points qui vont créer du désengagement. Typiquement, je pense à l'isolement. Le télétravail ou l'IA, si
si c'est mal pensé et mal managé, peut créer une situation où les personnes vont de moins en moins collaborer avec d'autres personnes, où la notion de collectif est mise de côté, où la personne est même physiquement à l'écart. Et donc cet isolement peut créer une situation de profond mal-être et peut amener donc ce désengagement. Après, tu as parlé de quête de sens. Alors ça, c'est un sujet que j'entends beaucoup. Je ne suis pas forcément à l'aise avec ça. Je vais t'expliquer pourquoi. Pour deux raisons. C'est que déjà, le sens, et là je reprends un petit peu les propos de la chercheuse Marianne Dujarrier, le sens, déjà, ça signifie, en soi, ça signifie plusieurs choses. C'est une destination, c'est une signification, mais c'est aussi le feeling. C'est-à-dire que dans un métier, il y a aussi une notion de feeling. C'est quelque chose, des fois, on va prendre des décisions et on va mettre en place des gestes par intuition ou en disant tiens, ça, je sens qu'il faut faire ça. Donc, déjà, de quoi on parle là-dedans, c'est toujours difficile. Et en plus de ça, euh, on s'imagine souvent que le sens, ça, c'est ce qui va créer obligatoirement de l'engagement. Euh, Ben non, pas forcément. Et on a quantité d'exemples. Typiquement, les infirmiers et les infirmières, à la fin de la période de Covid, qui ont démissionné en masse, alors que ces personnes-là font un travail qui est plein de sens. On peut difficilement faire un métier qui a plus de sens que aider son prochain, permettre aux personnes de se sentir bien. Et pourtant, il y a eu une quantité de personnes qui ont démissionné et qui ont arrêté ce travail-là, parce que le sens n'est qu'un élément qui fait que on a envie de continuer ou non à faire ce que l'on fait. Donc je dirais que euh, euh, au-delà de cette petite parenthèse sur la quête de sens, pour les éléments que tu as évoqués, le télétravail et l'IA, je pense que c'est très important quand on est manager, quand on est une personne qui a, en tout cas, manager ou manager, mais quand on a des actions sur le collectif, c'est de prendre en compte les limites de ces situations-là et de voir comment on peut les déjouer. Typiquement, il existe des outils qui permettent de s'assurer que les personnes ne soient pas isolées en télétravail. Typiquement, plutôt que de demander aux personnes de faire des prompts seules pour travailler avec l'IA, on peut faire ça à plusieurs. On peut définir aussi comment s'y prendre à plusieurs et on peut créer des moments collectifs. Donc, je conseille toujours ça, de réfléchir à comment déjouer ces limites-là et de comment faire en sorte qu'on puisse, malgré une distance physique, créer un collectif. Alors justement, pour aller un petit peu plus loin, on a dressé une analyse, en fait, un spectre des organisations. Est-ce que tu aurais euh, des leviers concrets à transmettre aux managers, aux directions, pour qu'ils puissent favoriser un engagement durable? C'est une question qui est au cœur des DRH en ce moment. Et est-ce que tu as, en plus que peut-être des conseils techniques, des conseils aussi en termes de soft skills? Oui, alors je dirais que la première chose à avoir en tête, disons qu'il y a beaucoup de fausses idées sur le désengagement et sur l'engagement. Et je pense que c'est déjà intéressant de comprendre ces fausses idées-là, et avant de réfléchir à quelques actions que j'évoquerai plus tard. Euh, Déjà, la première fausse idée que je vois souvent, c'est d'imaginer que le désengagement est une fatalité. J'ai vu quantité d'articles disant oui, en fait, les générations, telle génération est désengagée, telle génération pense ceci ou cela du travail. C'est totalement faux. C'est absolument pas une fatalité, c'est la conséquence d'un contexte. Et donc, il faut bien déjà mettre ça de côté, cette fausse idée-là. Ensuite, fausse idée aussi, c'est d'imaginer que le désengagement, c'est une personne qui va juste faire ses heures. Alors qu'au contraire, une personne qui est engagée, elle va travailler le week-end, le soir, etc. Ça, c'est une erreur qui est très, très, très classique. J'entends très souvent des managers et des managers dire non, mais cette personne, elle est engagée, elle travaille jusqu'à 20 heures, elle envoie des SMS le week-end. Là, on parle parfois d'addiction au travail. On peut parler aussi, et là, c'est plus une situation aussi de bourreau de travail. Euh, c'est pas forcément, ça signifie pas forcément que le travail est de qualité. Ça signifie pas non plus forcément que la personne dans cette situation prend du plaisir à ce qu'elle fait.
Et là où une personne qui est engagée, elle a un vrai plaisir dans ce qu'elle fait. Elle est motivée par ce qu'elle fait et en plus, elle obtient des résultats. Parce que s'engager et pas avoir de résultats, ça peut créer du désengagement. Donc il y a cette fausse idée aussi à avoir en tête, à éviter. Et la dernière chose aussi, c'est d'imaginer qu'une personne qui est engagée se sent est en bonne santé physique et morale. C'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que l'engagement, il peut amener une suractivité de la personne et cette suractivité, quand elle est confrontée à différents problèmes ou un manque de reconnaissance ou l'absence de résultats, elle peut amener un sentiment d'inutilité et d'impuissance face notamment à la multiplication des échecs et donc un mal-être et donc créer un désengagement. Donc je voulais dire tout ça pour dire en préambule que très important d'éviter d'avoir ces fausses idées-là, de comprendre l'aspect multidimensionnel, changeant et complexe, on va dire, de l'engagement, du désengagement. Et ensuite, euh, les actions qui sont à mettre en place pour faire face au désengagement, elles sont assez nombreuses, elles sont plurielles. J'ai parlé beaucoup de reconnaissance, ça c'est quelque chose que je répète beaucoup, la reconnaissance financière et symbolique, de passer du temps à féliciter, à, à reconnaître le beau travail et d'un autre côté aussi à soutenir les personnes quand elles sont face à des situations d'échec ou de difficultés, à comprendre aussi que souvent c'est pas forcément lié à l'action d'une personne, mais c'est lié à un contexte, et donc de créer un contexte où les personnes peuvent expérimenter et réussir. Il y a évidemment les notions de respect, de mettre en place du mentorat, de l'aide aux personnes, avoir des perspectives d'évolution, de définir des valeurs qui sont partagées et pas des valeurs compensatoires, hein, pas des valeurs qui sont fantasmées, qui font beau sur un mur et qui font beau sur un site internet, hein, des valeurs qui sont incarnées et partagées, de définir des avantages sociaux, des salaires qui correspondent aux besoins des personnes, de mettre en place des garanties contractuelles, un environnement aussi qui est prévisible. Voilà, c'est tout cet ensemble d'éléments qui sont importants. Et face à ça, on peut se retrouver un petit peu démuni en disant, voilà, il y a quantité de choses. Effectivement, il y a quantité de choses. Et donc, est-ce qu'il faut retenir une seule chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a un élément qui est très, très important, c'est l'écoute. Ça peut paraître très tarte à la crème, ce que je dis, mais passer du temps à écouter les personnes, à observer ce qui se passe aussi, à observer les personnes travailler, c'est le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe sur le terrain, de voir les interactions, de voir les limites des process qui sont mis en place, de voir les difficultés dans lesquelles auxquelles sont confrontées les personnes, et donc de revoir un petit peu et de contribuer à l'amélioration du contexte des personnes. Et puis écouter les personnes, c'est aussi prendre en compte ce qu'elles nous partagent pour s'assurer de mettre en place un ensemble d'éléments qui vont permettre le beau travail, qui vont permettre aux personnes d'être fières de ce qu'elles font et de pouvoir satisfaire des utilisateurs. Et donc, au final, de mettre en place des process et une organisation qui va être saine dans l'entreprise. Et est-ce que tu le rattaches à la notion d'épanouissement au travail quelque part? Est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit avant, justement, Oui, collectif et oui, individuel? oui, tout à fait. Ouais. Bah, tout ça est lié. Tout ça est lié, le fait de bien faire son travail, le fait d'avoir du plaisir à faire son travail, ça vient, le fait de pouvoir faire de beau travail. Et à l'inverse, l'injonction à faire vite du travail de mauvaise qualité, ça crée du mal-être au travail. Je parlais de respect, d'écoute, de prise en compte des personnes. À l'inverse, ça a un impact très très fort sur le bien-être des personnes. À l'inverse, l'usage de la peur et du mépris, ça va avoir des conséquences très fortes sur le mal-être au travail. Et pour reprendre aussi des propos du chercheur Thomas Périlleux, c'est que l'interdiction insidieuse à penser, ça a des conséquences très fortes sur le mal-être au travail. Et à l'inverse, prendre en compte la subjectivité et l'intelligence des personnes, partir du principe que les personnes avec qui on travaille sont des adultes et pas des enfants qu'il faut absolument contrôler et à qui il faut dire exactement ce qu'ils ont à faire. Eh bien, le fait de prendre en compte leur intelligence et leur subjectivité, et leurs compétences et leur expertise, ça contribue au bien-être au travail.
Et donc, toutes ces notions, même si elles ne sont pas forcément liées directement, enfin, elles ne sont pas forcément les mêmes, je veux dire, elles n'ont pas la même définition, elles sont très intimement liées. Moi, ce que j'aime beaucoup, Denis, dans ton approche, c'est que tu mets vraiment l'accent sur les terminologies, les mots. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le constate, hein, on manque quelque part d'un socle commun, de définition commune sur. Mais on parlait de sens au travail, on parlait voilà, même d'écoute. Qu'est-ce qu'on met derrière l'écoute? Et quelque part, je me dis peut-être ça serait euh, un travail à faire de travailler sur ce socle commun pour qu'on puisse parler le même langage, hein, comme on le fait par exemple sur des process, hein. C'est dans des métiers spécifiques. Mais peut-être qu'au niveau de le vivre ensemble et la notion d'épanouissement au travail, peut-être serait intéressant de travailler sur ce socle commun pour, euh, Ouais, pour pouvoir alors je vais peut-être avancer. peut-être ramener une petite nuance, c'est qu'effectivement, c'est important d'avoir la définition et une compréhension commune de ce dont on parle. Par contre, ce que tu évoques, c'est un langage commun, c'est effectivement important, mais aujourd'hui, il y a une sorte de dérive là-dessus. Ah, Une dérive d'une sorte de novlangue managériale qui se développe et qui s'impose aujourd'hui dans le monde du travail, mais aussi dans nos vies personnelles. On va utiliser des mots dont on a enlevé tout le sens. Ou alors on utilise un mot pour dire l'exact inverse c'est vrai. de ce que l'on veut dire. Et là, je fais référence aux travaux de Agnès Van Vel, qui a travaillé beaucoup là-dessus, sur cette novlangue managériale. Et si je donne des exemples, c'est typiquement le mot de plan de sauvegarde, sauvegarde de l'emploi, qui est un terme qui est utilisé aujourd'hui par la novlangue managériale, qui est un terme qu'on retrouve partout et qui en fait définit une situation où il y a des licenciements massifs d'une entreprise. Mais plutôt que d'utiliser le mot licenciement massif, on va parler de plan de sauvegarde. Mhm. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais autre mot que j'entends beaucoup, euh, c'est le mot de performance ou d'excellence, des mots qui sont utilisés à outrance et qui euh, veulent pas dire grand-chose C'est vrai. et qui sont utilisés souvent à outrance pour justifier la demande de faire toujours plus auprès des personnes, pour justifier une sorte d'intensification du travail hein, qu'on observe depuis maintenant les années 80-90. Et on va dire on va pas utiliser le terme d'intensification, on va pas dire que c'est de plus en plus dur et fatigant le travail, mais on va parler de performance ou de recherche d'excellence. Et on va parler aussi de termes comme de le terme d'engagement, justement, et le coopération engagée, de recherche de performance, des mots qui sont creux au final. Donc, ce que moi, j'essaye vraiment de dire, c'est avant d'utiliser ces termes-là, euh, enfin, regarder la définition, regarder les conséquences de ces mots-là, de leurs limites, et mettons-nous d'accord sur ce qu'ils signifient et sur ce qu'ils ne signifient pas. Parce que sinon, on arrive à avoir des mots creux dans lesquels chacun y met son interprétation, chacun y met un petit peu une part de fantasme et personne ne se comprend vraiment et on peut justifier quantité de choses à travers des mots qui veulent pas dire grand-chose et en plus, ces mots qui ne veulent pas dire grand-chose, on en fait des mots valises, on les assemble. Ça veut dire que ça ne veut plus rien dire. Typiquement, là, pendant longtemps, on a utilisé les mots valeur du travail. Ça ne veut rien dire, en fait, valeur du travail, parce que de quelle valeur on parle? De valeur morale, de valeur financière, de valeur d'investissement, de valeur religieuse. Le travail, on parle de quoi exactement? On parle du contrat salarié, on parle de, comment dire, de fait euh, de mettre en pratique une image mentale. Enfin, voilà, donc en mettant plusieurs mots comme ça qui ont plusieurs définitions, en utilisant cette nouvelle langue-là, on crée des mots enfin, on crée des conversations qui n'ont plus vraiment de sens. Et puis on arrive à créer une sorte d'hypocrisie dans le quotidien où on utilise des mots qui justifient tout et rien et qui deviennent une sorte de blague au sein entre les personnes. Et ça devient des mots qui sont moqués, qui sont caricaturés et qui créent un désengagement profond vis-à-vis de l'entreprise. C'est du marketing des mots, en fait, quelque part. Donc, C'est on ça. utilise les codes du commerce
derrière les mots, c'est quelque part, c'est un piège parce que ça détourne un petit peu la pensée. Et il y a quelque chose qui je trouve intéressant, c'est la notion de pédagogie. Et je partage complètement ce que tu dis sur le fait que les collaborateurs, quand on prend le temps de leur expliquer, de montrer tout ce qui est sous-jacent, ils sont capables de comprendre et de faire ce travail justement de digression avec les mots. Je pense que c'est super important. Donc, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est un axe qu'on ne voit pas beaucoup dans les entreprises, mais qui serait important à aller creuser, à mon sens. Qui est important et puis même, c'est très important, pour le bon fonctionnement de l'entreprise et donc pour sa, bonne, santé financière. Pourquoi? Parce que, heu, tous ces mots que je viens d'évoquer, finissent par créer une sorte d'hypocrisie organisationnelle. Mm. On les utilise, mais on n'y croit pas, c'est souvent utilisé par, la sphère directionnelle ou par, la commu le marketing et la communication ou par la DRH et cetera et ces organes-là vont devenir des organes un petit peu de, propagande d'un message, si j'utilise des mots forts, mais, pour faire comprendre le message, et ça va créer une distance entre le terrain et entre la sphère opérationnelle et la sphère directionnelle, alors qu'en utilisant des mots simples et bien expliqués, en évitant, tout, comme tu viens de dire, l'aspect marketing de ces mots-là, et en s'assurant que ces termes soient incarnés et compris, on va pouvoir créer un lien et une base commune de compréhension entre la sphère opérationnelle et la sphère directionnelle. Et c'est là où je pense qu'on peut partir sur une bonne base de travail. Alors, je vois qu'on avance beaucoup dans l'émission. Est-ce que pour conclure, tu aurais un message à adresser aux dirigeants, aux managers ou tous ceux qui sont soucieux justement de cette notion d'engagement et de désengagement? Qu'est-ce que tu voudrais leur transmettre comme message? Eh bien, je vais répéter un petit peu ce que j'ai dit. Il y a 2 éléments qui sont importants. La reconnaissance financière ou symbolique, qui est un levier extrêmement puissant pour créer de l'engagement, heu et 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 d'avoir cette démarche-là de reconnaissance du travail, des réussites, et doit être reliée aussi avec, la mise en place, d'un contexte où on peut facilement s'exprimer sans avoir peur des conséquences. Et ça, ce contexte de sécurité psychologique, il est très important, heu et il doit être lié avec cette notion de reconnaissance. C'est-à-dire que les personnes doivent pouvoir faire en sécurité. Et donc cette reconnaissance, ça participe au fait de, donner des bénéfices à l'engagement. Et ça, je reprends les travaux d'Amélie, Sandoval, qui a écrit une thèse sur l'engagement et qui explique l'importance, de ces bénéfices-là et le fait de les retirer, ça crée du désengagement. Et donc la question qu'on doit se poser en tant que manager ou dirigeant, quels sont les bénéfices à s'engager? Et là encore, c'est pas uniquement financier, hein, l'aspect symbolique est très important aussi. Et enfin, j'ai parlé d'écoute et j'ai beaucoup parlé d'écoute et ça, je pense que c'est très important. Heu, les dirigeants, les managers, toute la sphère directionnelle a une part de représentation qui est importante et une part aussi où ils doivent, parler, communiquer, qui est fondamentale dans ce métier-là. Mais c'est aussi important de lier ça avec, une écoute et l'écoute, c'est-à-dire aller sur le terrain, écouter les personnes, les observer et comprendre ce qui se passe pour éviter de prendre des décisions qui sont totalement décorrélées par rapport à la réalité. Et enfin, le plus possible, c'est pas toujours possible pour des questions, à des fois de temps, pour des questions, pour plein de situations, mais c'est de co-construire aussi, et de discuter collectivement, sur, le contexte et les conditions de travail. Et ça, c'est très important d'avoir une approche collective et d'éviter par l'écoute, par l'observation, d'éviter de mettre en place une sorte de terrorisme déguisé dans son entreprise, qui peut avoir des effets, dévastateurs sur l'engagement, et sur le bien-être des personnes. Alors, j'ai une toute petite dernière question, mais qui est peut-être plus d'ordre, je ne sais pas si on peut appeler ça philosophique, mais comme on a un contexte qui est de plus en plus perturbé, est-ce que quelque part, je mets des guillemets, hein, la menace peut être aussi euh, une opportunité pour les organisations de vraiment se remettre en question de manière profonde dans tout ce qu'on vient d'aborder? Est-ce que c'est pas une ère justement où c'est de plus en plus difficile et quelque part dos au mur
les organisations, la société, même civile, on le voit à l'extérieur, doit vraiment retravailler sur son système. Alors oui, ça c'est la version positive de la situation. La version négative, c'est que quand on est dos au mur, parfois, on veut aller vite et aller vite, c'est, imaginer que, c'est donner des ordres, c'est, être dans une approche très coercitive, Mhm. parce qu'écouter, avoir une construction, enfin faire une co-construction de l'environnement, ça prend du temps. Oui. Et on peut se dire que, on n'a pas ce temps-là parce que, il y a quantité de pression, extérieure, qui nous oblige à aller vite. Et je le comprends, je le conçois tout à fait et c'est très difficile de trouver l'équilibre Mm. entre, une approche co-construite et en même temps, vouloir aller vite et être efficace. Donc, j'ai pas là-dessus de vérité, à dire: «Il faut exactement faire ça», mais il faut vraiment trouver le bon équilibre et éviter, de d'avoir une approche trop directive et une approche, trop top down, parce que ça peut paraître, efficace sur du court terme, mais sur le long terme, on peut arriver à ce que les personnes ne comprennent pas et l'impression qu'on ne prenne pas en compte leur avis, et qu'elles ne peuvent pas faire, le travail comme elles l'entendent, pour faire du bon travail et ça peut créer donc, comme on a évoqué tout à l'heure, du désengagement. Donc, si je résume, la situation actuelle qui est très difficile, pour quantité d'entreprises, qui nécessite de s'adapter, d'aller vite, elle est pas forcément, un bon contexte pour, être à l'écoute et co-construire des choses et pourtant c'est nécessaire, donc il faut trouver un juste équilibre en fonction des sujets, en fonction des contextes, pour privilégier l'un ou l'autre Des et bulles pour faire d'échange vivre ce introspectives, quelque part. oui, Je tout à fait. C'est pas évident, c'est vrai, de trouver ce temps-là, mais c'est peut-être arriver à considérer que ce temps, peut-être, on n'est pas dans l'opérationnalité, c'est autant de temps investi pour gagner en pérennité, justement. Donc, mais je te Ouais, rejoins, hein, c'est très difficile en ce moment, mais tout est possible. exactement. En tout cas, Denis, je te remercie infiniment. Ton interview et ton témoignage a été précieux. Moi, j'ai appris aussi beaucoup de choses. Tu as énormément de références scientifiques aussi sur des études qui ont été faites. Je trouve que c'est passionnant. D'ailleurs, s'il y en a qui sont intéressés, reprenez l'interview et vous allez voir toutes les études qui ont été mentionnées. Et je pense que c'est important aussi de s'appuyer sur ces travaux de recherche qui sont de plus en plus nombreux, complémentaires. Donc, ça fait avancer le schmilblick, comme on dit. Et en tout cas, merci beaucoup, Denis, pour ta participation. Avec plaisir et merci à toi, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Et moi, je vous retrouve pour de prochains épisodes avec encore de nouveaux interviews, des personnalités super intéressantes. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à partager avec vous ces univers et ces unicités. À bientôt, Denis. Salut, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.